Bonjour tout le monde. Je pense qu'on peut tranquillement commencer. Les gens se connectent. Donc, bienvenue au lancement du dossier thématique La formation continue en enseignement supérieur des parcours de réussite étudiante de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Mon nom est Mélissa Landry, responsable des communications à l'ORES et j'animerai le lancement aujourd'hui. Donc, l'équipe de l'ORES est particulièrement heureuse de constater qu'on a avec nous aujourd'hui des personnes de plusieurs milieux, collégiales, universitaires, recherche, partenaires, gestionnaires, professionnels. On accueille notamment plusieurs personnes des équipes de formation continue des collèges et des universités. Merci d'être avec nous. Donc, le nouveau dossier de l'Observatoire propose un état de la situation de la formation continue au postsecondaire, en plus d'offrir des pistes de réflexion et d'action pour soutenir la réussite étudiante. Donc, l'objectif du lancement aujourd'hui est de présenter les constats principaux émis dans le dossier. Donc, d'abord, Julie Gagné, directrice de l'Observatoire, expliquera brièvement notre mission. Ensuite, Catherine Charron, responsable de rédaction, parlera des faits saillants du dossier. Audrey Bouchard-Lachance, responsable de la mobilisation des connaissances, poursuivra en présentant les pratiques inspirantes incluses dans le dossier et aussi les ressources proposées aux équipes des collèges et des universités. Pour terminer, il y aura une période de questions. Mais avant de débuter, voici quelques informations techniques. Votre micro et votre caméra sont présentement fermés. Nous vous invitons à les garder fermés pendant toutes les présentations. Je vous invite aussi à garder vos questions pour la fin, pour la période de questions. Ceux et celles qui souhaiteront intervenir pourront alors utiliser le clavardage, ou poser leurs questions de vive voix en ouvrant leur caméra et leur micro. J'en profite aussi pour souligner que le lancement est enregistré. D'ailleurs, l'enregistrement et la présentation seront disponibles sur le site de l'ORES après l'activité. Lorsque ce sera en ligne, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Voilà, je pense qu'on a fait le tour là, des questions pratico-pratiques. Je laisse maintenant la parole à Julie Gagné, directrice de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Merci, Mélissa. Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un immense plaisir de vous accueillir en si grand nombre aujourd'hui. Là, je vois qu'on est déjà plus de 200 personnes. Donc, pour le lancement de notre dossier thématique sur la formation continue, avant de laisser toute la place à mon équipe, qui est bien fébrile de vous présenter le fruit de plus d'1 an de travail, je me permets quand même un petit mot sur l'Observatoire, son mandat et ses actions. Donc, je suis toujours vraiment fière de souligner que l'Observatoire est né à la fois d'un côté d'une réelle demande des milieux collégiaux et universitaires de centraliser la disponibilité de la recherche en matière de réussite et aussi de l'autre côté d'une volonté affirmée du ministère de l'Enseignement supérieur, notre bailleur de fonds, de favoriser le transfert des connaissances et l'adoption des meilleures pratiques. Lors de sa création, l'ORES a d'ailleurs été présenté par la ministre à l'époque comme un véritable levier répondant aux objectifs poursuivis dans leur plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur, le PARES. La mise sur pied de l'Observatoire a finalement bénéficié aussi des 20 ans d'expérience d'un projet antérieur, le CAPRES, qui avait été initié par l'Université du Québec. Ce dernier poursuit d'ailleurs son appui à l'ORES et je les en remercie. Depuis 2023, donc, nous partageons les savoirs scientifiques et expérientiels les plus pertinents sur la réussite étudiante. Notre travail rigoureux de veille permet d'offrir à tous les intervenants et intervenantes de l'enseignement supérieur une vision prospective qui est utile sur les enjeux émergents, les solutions proposées et les tendances à venir. Notre approche est à la fois interordre, interdisciplinaire, interétablissement, interprofessionnel. Donc, le dossier thématique, comme celui qui vous est présenté aujourd'hui, est seulement une des nombreuses publications et activités qui sont offertes par l'ORES pour vous informer, pour vous rassembler autour d'enjeux communs et ultimement pour que tous nous nous engagions vers une amélioration continue de nos milieux d'enseignement postsecondaire. Un petit mot sur ce qui est au cœur vraiment de l'ADN, je dirais, de l'Observatoire, c'est la mobilisation des connaissances. C'est-à-dire le fait de rendre accessibles les leçons apprises sur le terrain, mais aussi les résultats de recherche pour qu'ils puissent influencer positivement nos pratiques, les décisions que l'on prend et les politiques aussi. Donc, l'ORES se veut en quelque sorte un accélérateur de diffusion et d'utilisation des connaissances.
Vous aurez donc compris qu'on n'est pas un observatoire de recherche. Notre rôle est plutôt centré sur la synthèse, la diffusion et la mobilisation des connaissances actuelles, la mise en lien, donc par la création d'occasions d'échange et le développement des réseaux, le renforcement des capacités plutôt par l'offre d'activités diverses pour soutenir l'appropriation des connaissances et aussi le soutien actif à l'implantation du changement dans nos milieux, dans les établissements, par la production donc de divers outils de sensibilisation qu'on pourra vous présenter en lien, entre autres, avec le dossier tout à l'heure. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on travaille aussi nos dossiers thématiques. Donc, à titre d'exemple, le choix de la thématique est d'abord discuté bien longtemps à l'avance et défini au sein de notre comité d'orientation, un comité qui regroupe une vingtaine de personnes clés et d'organisations assez incontournables de la réussite en enseignement supérieur au Québec. Ensuite, le travail commence par une recherche documentaire rigoureuse pour faire l'état des connaissances disponibles. On s'associe aussi à des personnes expertes du sujet, qu'elles s'investissent dans la recherche sur la thématique ou qu'elles interviennent concrètement au sein des établissements. On vous les présentera tout à l'heure. Le travail de rédaction, quant à lui, est vraiment un processus itératif qui est aussi validé par plusieurs étapes de consultation en collaboration avec les autres comités que l'on a à l'Observatoire. En somme, notre préoccupation principale, c'est de répondre aux besoins concrets des gens du milieu et rendre les contenus les plus accessibles possibles pour favoriser leur appropriation et leur utilisation. Maintenant, pour terminer, peut-être un petit mot sur le sujet spécifique de notre dossier. Avec la pénurie de main-d'œuvre, les besoins criants de développement professionnel dans plusieurs domaines, la rapidité des changements technologiques, la complexité des transformations sociales que nous vivons tous aujourd'hui, c'est certain que la formation continue est indéniablement un sujet d'actualité. C'est aussi, il faut le dire, un secteur assez éclaté qui ne concerne donc pas uniquement les établissements postsecondaires, puis où il y a une multiplicité des acteurs, des objectifs poursuivis et aussi des populations concernées. Dans le dossier, on a donc voulu brosser un état de la situation en nous concentrant sur le rôle de la formation continue en enseignement supérieur et sur les données qui étaient disponibles sur le sujet. Le tout pour offrir vraiment une synthèse utile à une vision commune à partir de laquelle il nous sera possible de réfléchir et de discuter aux prochaines étapes à prendre collectivement dans ce secteur. Nous avons évidemment centré notre attention sur la réussite. Donc, quels sont les objectifs de la formation continue? À qui est-elle utile? Comment favoriser la réussite des personnes qui poursuivent dans cette voie? Le dossier, donc, s'adresse à toutes les personnes qui désirent se familiariser ou approfondir ses connaissances du secteur. Le dossier n'a pas été conçu uniquement pour les personnes déjà impliquées en formation continue, quoi qu'il pourrait être utile, mais on l'a vraiment réfléchi avec une intention plus large de sensibilisation générale face à l'apport du secteur de la formation continue pour l'ensemble de la mission de l'enseignement supérieur. Vous constaterez que le dossier met en lumière la diversité des projets éducatifs et des parcours de réussite étudiante qui peuvent se déployer tout au long d'une vie pour répondre à différents objectifs selon les moments, des objectifs de développement à la fois personnel, professionnel ou social. C'est ce qu'on a voulu mettre en lumière dans le dossier. Donc, à travers l'élaboration du dossier, on a rencontré vraiment des enseignants passionnés, des conseillères dévouées, des étudiants qui ont trouvé leur voie à travers la formation continue. Et puis, un de nos objectifs, c'était, on espérait évidemment avoir su transmettre un peu leur message à travers notre publication. Donc, j'espère qu'on aura réussi. Encore une fois, merci à tout le monde d'être là. Bon lancement, puis je redonne la parole à Mélissa. Merci beaucoup, Julie, pour cette introduction aussi au dossier. C'est très éclairant. D'ailleurs, vous trouverez le lien pour accéder au dossier dans la présentation là, que vous voyez à votre écran, mais aussi dans le clavardage. Pour le dossier, Laura s'est associée à des expertes et experts en créant un comité consultatif spécifique pour le dossier sur la formation continue. Plusieurs membres du comité ont accompagné notre équipe du début à la fin, de l'idéation du dossier jusqu'à sa validation. Nous prenons donc quelques minutes pour vous les présenter et surtout les remercier pour leur contribution significative. Donc, Éric April, directeur de la direction de la formation continue et aux entreprises au Cégep du Vieux-Montréal. Marilyn Baillargeon, professeure en formation pratique au département éducation de l'Université TÉLUQ. Biba Fakouri, vice-doyenne à l'innovation et à la formation continue à la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal.
Julien Lambry de Souza, directeur du service de la formation continue et de la formation hors campus à l'Université du Québec à Rimouski. Jonathan Martel, professeur de multimédia au Collège de Maisonneuve. Donc, ce dossier, c'est plus d'un an de travail, mais c'est aussi l'implication de nombreuses personnes. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui l'ont rendu possible. Au sein de notre équipe, plusieurs personnes ont été directement impliquées dans la rédaction du dossier de son coffre à outils. Audrey Bouchard-Lachance, Marie-Michel Lemieux, Karine Vieuxfort et Catherine Charron, qui est la rédactrice principale du dossier. Mais avant d'aller plus loin, on trouvait important de donner la parole aux personnes apprenantes. Nous vous présentons aujourd'hui une capsule vidéo regroupant les témoignages de 4 personnes qui étudient en formation continue, 4 personnes avec des profils très différents. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce n'est qu'un avant-goût des 4 témoignages complets. Je vous invite à surveiller notre infolette et nos réseaux sociaux. Dans les prochains jours, la série de capsules sera diffusée sur notre site au horesquebec.ca. Je tiens d'ailleurs à remercier le Laboratoire d'innovation en communication scientifique qui a réalisé les capsules. Chaque année, le LIX permet à des étudiants et étudiantes de l'École supérieure en arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière d'acquérir une expérience professionnelle dans leur domaine. Donc, je vous présente la petite capsule. Je suis vraiment reconnaissant du fait que c'était un parcours condensé puis qui m'a permis d'avoir du plaisir pendant un an sans arrêt. C'était exceptionnel. C'est quelque chose qui m'a vraiment permis de me raccrocher aux études supérieures puis de finalement aller chercher un diplôme qui me correspond. Pour moi, la formation continue, c'est l'opportunité d'acquérir toutes les connaissances pour nous réaliser. Aujourd'hui, j'ai reçu une réponse positive, donc je vais commencer à travailler dans un bureau de comptabilité. La formation continue, pour moi, c'est vraiment une remise en question finalement de mes connaissances, de mes compétences, mais je le vois d'une manière très positive. Pour moi, la formation continue, c'est une façon heureuse d'apprendre, de vivre, même d'aimer. Voilà, ça met bien la table pour la suite. Merci au LIX et merci aux étudiants et étudiantes qui ont créé les vidéos. Surtout, merci à Charles, Diana, Julien et Marie-Reine qui ont si gentiment accepté de témoigner. Je laisse maintenant la parole à Catherine Charron, qui est la responsable de rédaction du dossier, qui présentera les faits saillants de cette publication. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui brièvement les faits saillants du dossier, sans entrer dans les détails, bien sûr, puisque vous pourrez vous plonger dans le dossier en entier dès cet après-midi sur le site de l'ORES. D'abord, précisons que le dossier repose sur une analyse documentaire des publications scientifiques récentes et aussi de la littérature grise parue sur le thème de la formation continue en enseignement supérieur, principalement au Québec. Le dossier est divisé en 5 grandes parties. Dans une première partie introductive, on précise la définition de la formation continue qui a été retenue par l'ORES dans le cadre du dossier. Le terme formation continue désigne des réalités diverses au sein de l'enseignement supérieur, au collégial, à l'université, mais nous avons choisi d'embrasser donc une conception large qui inclut l'ensemble des projets éducatifs de la population étudiante dite adulte en enseignement supérieur. On parle donc des personnes qui reviennent sur les bancs d'école, que ce soit au cégep ou à l'université,
après avoir commencé leur vie professionnelle ou, par exemple, après avoir fondé leur propre famille. Pour ces adultes, il s'agit parfois d'un véritable retour aux études, mais il s'agit parfois aussi d'un projet plus ponctuel de formation. Un grand nombre des adultes qui reviennent à l'école en enseignement supérieur choisissent de s'inscrire dans un programme court ou encore dans une formation non créditée. Nous avons donc accordé une attention toute particulière à ces domaines dans les sections suivantes du dossier. Un premier enjeu abordé par le RES dans le dossier concerne justement la cohabitation dans les établissements entre le secteur régulier. Donc, à l'université, on parle des programmes de grade. Au cégep, on parle des programmes qui mènent au DEC, donc le secteur régulier. Et d'autre part, la formation continue, donc les programmes courts et la formation non créditée. La recherche montre que les programmes courts constituent une voie d'accès privilégiée à l'enseignement supérieur pour des populations moins traditionnelles, notamment les adultes et particulièrement les étudiantes et les étudiants de première génération, les femmes, les personnes issues de l'immigration, également les membres des premiers peuples. Par exemple, dans les programmes courts de premier cycle à l'université, les 3/4 des personnes inscrites ont 25 ans et plus, alors qu'au bac, les 3/4 ont moins de 25 ans. Au collégial, dans les programmes d'AEC, donc les programmes courts collégiaux, 70% des personnes inscrites ont 25 ans ou plus, alors que c'est seulement 11% au DEC. Autre exemple, en fait, au collégial comme à l'université, plus du tiers des personnes inscrites dans un programme court sont issues de l'immigration. Alors, c'est une proportion qui est très significative. Au sein des établissements d'enseignement supérieur, le secteur régulier et celui de la formation continue, qui est souvent responsable des programmes courts, ont tendance à évoluer en parallèle. La dynamique, bien sûr, varie considérablement d'un ordre d'enseignement à l'autre, de même qu'un établissement à l'autre, mais nous portons donc un regard dans cette section du dossier sur les implications de cette réalité et sur les avantages d'un plus grand décloisonnement entre la formation continue et la formation régulière. Dans un deuxième temps, on aborde les différents visages de la formation continue non créditée en enseignement supérieur. La formation non créditée est très souvent liée à l'emploi et répond à des besoins de perfectionnement professionnel ou de requalification. En formation continue non créditée liée à l'emploi, les établissements d'enseignement supérieur sont, oui, en concurrence les uns avec les autres, mais aussi avec d'autres acteurs de l'écosystème de la formation continue, notamment des acteurs privés, des plateformes de formation en ligne, etc. Des données de la Commission des partenaires du marché du travail nous montrent qu'une minorité des personnes inscrites à la formation continue liée à l'emploi actuellement dans un établissement d'enseignement supérieur bénéficie du soutien financier de son employeur. On constate aussi que la formation continue en enseignement supérieur est moins accessible aux personnes qui ne détiennent pas de diplôme collégial ou universitaire. Outre l'emploi, la formation continue peut aussi répondre à d'autres aspirations, d'autres besoins éducatifs, souvent moins mis en évidence. On donne dans le dossier, l'exemple de l'Université du troisième âge. Vous venez d'ailleurs d'en entendre un petit extrait dans la capsule vidéo. On aborde aussi dans cette section-là quelques enjeux liés à un phénomène émergent qui est celui des micro-certifications en enseignement supérieur. Dans un troisième temps, on revient sur les principaux constats de la littérature au sujet des obstacles rencontrés par les adultes qui retournent aux études et les conditions qui favorisent leur réussite. Ces populations étudiantes adultes doivent souvent combiner leurs études avec des responsabilités familiales et une activité professionnelle, ce qui engendre plusieurs contraintes dans leur vie quotidienne, évidemment. Parmi les facteurs de réussite bien documentés, mentionnons l'importance d'offrir de la souplesse dans les parcours, de la souplesse dans les modalités de formation et dans les activités d'apprentissage également. Également, offrir un soutien financier conséquent est un facteur très important, et ainsi que des services à la vie étudiante, mais adaptés à la réalité des adultes. Aujourd'hui, la formation continue en ligne ou en mode hybride a largement supplanté la formation en présentiel. Je suis certaine que je ne vous surprends pas en disant ça. Encore une fois, selon les données de la Commission des partenaires du marché du travail, aujourd'hui, c'est moins de 20% de la formation continue liée à l'emploi en enseignement supérieur qui se donne en présentiel. Bien sûr, la formation à distance constitue un facteur d'accessibilité important,
Mais la fracture numérique demeure une réalité qui entrave l'accès à la formation continue pour certaines populations adultes. Tous ces enjeux donc, que je viens d'évoquer sont abordés dans le dossier et sont accompagnés de pistes d'action destinées aux différents acteurs et actrices de l'enseignement supérieur au Québec. Nos dossiers thématiques présentent aussi des notions clés auxquelles on s'attarde dans une perspective de vulgarisation des connaissances. Pour le dossier sur la formation continue, on a choisi de présenter la notion d'apprentissage tout au long de la vie, un cadre de référence qui est mis de l'avant notamment par l'UNESCO, mais aussi par un grand nombre d'institutions, d'experts et d'expertes issus de la recherche et de la pratique dans le domaine de l'éducation des adultes. La formation continue en enseignement supérieur s'inscrit donc dans cet ensemble plus vaste de l'apprentissage tout au long et pour reprendre la perspective du Conseil supérieur de l'éducation, tout au large de la vie également. Cette perspective inclut toutes les occasions d'apprentissage formelles, non formelles ou informelles que rencontre une personne au cours de sa vie et dans ses différentes sphères d'activité. Nous présentons également la notion de reconnaissance des acquis et des compétences. Cette notion recouvre des réalités à un niveau d'implantation considérablement différent au collégial et à l'université, mais repose sur des principes communs. La RAC vise à permettre à une personne adulte de faire reconnaître officiellement ses acquis scolaires et extrascolaires, c'est-à-dire la valeur des compétences qu'elle a acquises dans différents contextes de sa vie. La RAC, d'ailleurs, peut être un jalon important dans les parcours de réussite des adultes. Finalement, dans une veine plus prospective, on esquisse dans le dossier quelques pistes de réflexion autour du rôle crucial de la formation continue dans la transition socio-écologique. Ce rôle peut se déployer dans l'accompagnement des milieux de travail pour le développement des compétences nécessaires qui sont et qui seront constitutives de la transformation en profondeur des modes de production et de consommation, et ce, dans une perspective de transition juste pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Ce rôle prend aussi forme dans la formation continue des personnes enseignantes qui constitue un maillon intergénérationnel vraiment important, vraiment, je dirais, essentiel dans la transition écologique, qui est aussi, bien sûr, une transition sociale et culturelle. Alors, voilà pour les grandes lignes du dossier. Maintenant, je passe la parole à ma collègue Audrey. Merci Catherine. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, dans un souci de valoriser les savoirs expérientiels, donc qui proviennent des établissements, l'équipe de rédaction s'est penchée sur 4 pratiques inspirantes ayant présentement cours dans différents établissements d'enseignement supérieur. Alors, tout d'abord, au Cégep Marie-Victorin, un parcours de reconnaissance des acquis et des compétences a été adapté aux réalités des personnes autochtones spécifiquement. De leur côté, l'Université de Montréal et l'Université du Québec en Outaouais ont créé des cheminements pour faciliter l'accès à l'université des adultes n'ayant pas de diplôme collégial. Les initiatives se nomment respectivement Accès FEP à l'Université de Montréal et Voie d'accès à l'UQO. Au Cégep de Jonquière, Mastera offre un accompagnement aux conseillers et conseillères pédagogiques ainsi qu'au personnel enseignant en communauté de pratique. Toutes les personnes étudiantes reçoivent également un accompagnement individuel. Et enfin, une initiative d'éducation populaire sous forme de discussion ouverte entre la communauté universitaire et les citoyens et citoyennes a été mise en place à l'Université Concordia et porte le nom de l'Université Autrement dans les cafés. On remercie évidemment toutes les personnes des milieux que je viens de nommer qui ont généreusement répondu à nos questions et accepté de valider la rédaction des pratiques inspirantes. On vous invite en fait à découvrir ces pratiques, à vous en inspirer pour peut-être, qui sait, mettre en place de nouvelles initiatives semblables dans vos milieux respectifs. Alors, le coffre à outils, de son côté, est vraiment lié au dossier et se veut un répertoire axé sur le thème de la formation continue. Il peut servir à ceux et celles qui travaillent dans les milieux de l'enseignement supérieur, évidemment en formation continue, mais pas que, comme le soulignait Julie Gagné tout à l'heure. 2 infographies brossent un portrait des populations étudiantes inscrites en formation continue créditée et liées à l'emploi. Ces infographies fournissent de l'information qui est jusqu'à maintenant trop peu documentée et présentent en un coup d'œil une idée du profil de ces personnes. Donc,
on s'est dit que ça pouvait être très utile justement de commencer un peu à documenter et à visualiser ces données-là sur la population étudiante inscrite en formation continue, puisqu'il existe encore peu de documentation à ce sujet-là. Ensuite, les fiches de pistes d'action donc, sont liées à chacun des enjeux du dossier que ma collègue Catherine vient de vous présenter et proposent des changements à apporter aux pratiques des différents acteurs et actrices des milieux collégial et universitaires. Dans le coffre à outils, elles sont regroupées par enjeu et par public cible auquel elles sont destinées. Le tout, évidemment, afin de faciliter l'utilisation et de bien retrouver là, les pistes qui peuvent nous interpeller davantage. N'hésitez pas à les partager à vos collègues concernés. Elles sont là pour ça et téléchargeables dans notre coffre à outils. Une présentation des faits saillants du dossier est également disponible et adaptable à vos besoins. Elle peut notamment être utilisée pour une présentation lors d'une journée pédagogique, par exemple, ou encore pour initier une réflexion en équipe ou en comité de travail. Notez que, comme la majorité de nos outils, elle peut être téléchargée et modifiée sous certaines conditions. Donc, on vous incite grandement à aller la fouiller et justement l'adapter à vos besoins, quels qu'ils soient. Enfin, un jeu de plateau en ligne de style serpent et échelle. Donc, on est allé vraiment pour quelque chose de plus ludique qui nous permet de se mettre dans la peau d'une personne qui effectue un retour aux études et de découvrir, dans le fond, les éléments qui peuvent faciliter ou entraver la réussite d'un parcours de retour aux études. Donc, on voulait trouver une façon un peu plus ludique d'en apprendre davantage, puis dans le fond, de s'approprier le contenu là, de l'enjeu numéro 3, là, donc qui tourne autour des conditions de réussite d'un retour aux études pour la population adulte. On espère évidemment que vous vous amuserez en l'essayant, autant que nous, on a eu du plaisir à le créer et à l'essayer. Vous trouverez également sur notre site la liste des références mobilisées pour le dossier, ainsi que des ressources complémentaires sur le sujet. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage, par exemple, là, sur un ou l'autre des aspects de la formation continue. Et du côté des activités, on a 2 webinaires qui sont déjà prévus, un cet automne et l'autre à l'hiver prochain. Le premier va porter sur les façons de soutenir la réussite en formation continue. Donc, en mettant au jour les réalités des personnes étudiantes adultes, les panélistes vont tenter d'exposer des moyens de contrer les défis particuliers rencontrés dans ce secteur de l'enseignement supérieur. Il va être également question de discuter de comment les établissements peuvent modifier certaines pratiques afin de mieux soutenir et valoriser le secteur de la formation continue. Donc, c'est en novembre prochain, on vous en reparle bientôt. Et le deuxième webinaire prévu à l'horaire s'intéresse, lui, au parcours des personnes étudiantes immigrantes en traitant notamment de la reconnaissance des acquis et des compétences ainsi que de la francisation comme tremplin vers l'insertion socio-professionnelle. Évidemment, il y aura d'autres activités qui vont pouvoir s'ajouter à la programmation. Donc, restez à l'affût via notre infolettre, nos réseaux sociaux pour savoir quand et comment vous inscrire. D'ailleurs, la promotion de notre webinaire de novembre débutera dans les prochaines semaines. Alors, merci pour votre attention et je cède maintenant la parole à Mélissa. Merci Audrey. C'était un tour rapide de notre dossier, des faits saillants du dossier, du contenu du dossier. Je vous invite bien sûr à aller consulter le dossier complet et comme Audrey l'a mentionné, il y a une présentation des faits saillants du dossier qui se retrouve dans le coffre à outils. Donc, c'est maintenant déjà l'heure de la période de questions. Ceux et celles qui souhaitent intervenir de vive voix peuvent lever leurs mains via l'icône réaction en bas de leur fenêtre. Vous pourrez alors ouvrir votre caméra et votre micro. On vous demande bien sûr de les refermer par la suite. Les questions peuvent aussi être posées dans le clavardage. Les personnes qui souhaitent intervenir sont invitées à se nommer et à mentionner leur titre ou occupation et leur établissement ou organisation. N'hésitez pas aussi à nous cibler des éléments dans le dossier, dans les enjeux ou les notions clés que vous souhaiteriez nous voir discuter. Donc, ça sera pas bien long.
Je vous laisse prendre un petit moment. Il n'y a pas de questions en ce moment dans le clavardage. Donc, je vous laisse rédiger votre question ou n'hésitez pas à lever la main, à nous interpeller sur un enjeu, une notion clé en particulier ou sur les pratiques inspirantes aussi qui peuvent être présentées, discutées. Donc, on est là pour vous répondre. Donc, une question qui s'adresse à Audrey, pardon, sur les webinaires. Est-ce que les dates des webinaires sont déjà connues? Merci pour la question. Malheureusement, j'aurais aimé ça. On a travaillé fort pour être en mesure de les annoncer aujourd'hui, mais il nous manque encore quelques confirmations. Donc, pour celui de novembre, là, c'est ça, comme je disais, dans les prochaines semaines, la promotion va partir, les dates et le formulaire pour vous inscrire au webinaire. Et celui de février, probablement, ça va être là, au courant avant Noël, probablement qu'on va avoir les dates déjà là, d'annoncer. Et évidemment, j'en précise pour rappeler que tous les webinaires sont enregistrés et les enregistrements là, sont diffusés sur notre site web. Donc, si jamais vous ne pouvez pas être là, il y a toujours moyen de se rattraper via l'enregistrement. Voilà. Tout à fait. Merci, Audrey. On a reçu une question là, sur les pratiques inspirantes. Pourquoi avez-vous sélectionné ces 4 pratiques inspirantes en particulier et quels ont été vos critères de sélection? Donc, je lance la question à Catherine. Oui, parfait. Merci pour la question. En fait, on a tout un répertoire là, de pratiques inspirantes, là. Vous pouvez d'ailleurs aller explorer notre site là, pour les découvrir. On en a plusieurs dizaines. C'est des pratiques qui émergent dans le fond de notre veille informationnelle et de notre veille terrain aussi, là, dans les événements comme les colloques, là, et tous les membres de l'équipe contribuent à cette veille-là. Donc, dans la perspective de développer notre répertoire de pratiques inspirantes, on est à l'affût d'initiatives concrètes qui émergent dans les milieux pour répondre à des problématiques ou des enjeux liés à la réussite. Puis le but, c'est vraiment de donner des idées, d'inspirer en fait d'autres établissements qui peut-être connaissent des problématiques similaires, puis qui pourraient, dans le fond, bénéficier de l'expérience de collègues dans d'autres établissements. Donc, ce répertoire-là, dans le fond, il y a un certain nombre de pratiques qui sont directement liées aux différents dossiers là, qu'on a développés au fil du temps. Donc, là, on en a 4 qui sont liés au dossier sur la formation continue, mais on en a aussi des pratiques sur d'autres thèmes qui sont liés à la réussite. Et puis, on recherche dans l'ensemble de ce répertoire-là à avoir un certain équilibre entre différents types de pratiques. Des fois, c'est une nouvelle approche, des fois, c'est un nouveau programme, des fois, ce sont des activités, ça peut être aussi un outil qui est déployé dans différents contextes. Donc, une diversité du type de pratique. Également, on essaie de représenter différentes populations étudiantes, là, que ces pratiques-là visent différentes populations étudiantes, puis aussi une diversité des établissements collégiaux, universitaires des différentes régions du Québec. Alors, juste pour conclure là, un petit peu sur notre approche des pratiques inspirantes, une fois qu'on a ciblé des pratiques, ben, il y a des membres de l'équipe qui prennent contact avec une personne ressource qui est en mesure, dans le fond, de nous parler de cette initiative-là, mais disons, des dessous là, de la mise en place de la pratique, de ces retombées qui ont des fois fait l'objet d'une évaluation, des fois on est un petit peu plus tôt dans le processus, mais donc une personne ressource qui va nous permettre de mettre un visage là, sur cette expérience-là, puis qui va valider après ça le texte aussi de la pratique inspirante, donc pour s'assurer là, qu'on rend bien justice aussi à ce qui a été expérimenté sur le terrain. Fait que c'est un petit peu notre façon de faire pour sélectionner des pratiques. Mélissa, Merci, est-ce que Catherine. je peux rajouter? Oui, vas-y, Julie. Oui, je veux juste rajouter à tout ce que Catherine vient de dire aussi qu'évidemment, là, on vous présente les 4 pratiques inspirantes
dont le choix a été fait en fonction des critères que Catherine vient de vous nommer pour ce qui est de la formation continue. Mais évidemment, on fait des pratiques inspirantes sur toutes sortes d'autres sujets d'intérêt sur la réussite au sens large. On en a une cinquantaine sur le site. Puis vous comprendrez que ça demande quand même un certain investissement en temps puis en énergie avec les gens des différents établissements qui collaborent avec nous. Donc, on essaie aussi évidemment, je pense qu'on aurait pu en faire plus sur la formation continue. Il y avait plein d'autres initiatives intéressantes. Il fallait faire un choix parce qu'on voulait aussi, dans le courant d'une année, être capable de présenter des initiatives dans d'autres sujets d'intérêt relativement à la réussite. Donc, je vous invite, en plus des 4 sur le dossier d'aujourd'hui, peut-être d'aller voir dans notre répertoire où vous pouvez faire parfois des recherches avec certains filtres de thématiques ou d'ordre d'enseignement. Ça vous permet de vous inspirer sur plein d'autres sujets reliés à la réussite aussi. Donc, juste pour le mentionner. Merci, Julie et Catherine. Donc, on a une question de Pierre-Alexis Donroc de l'ENAP. Bonjour, quelle place prend la formation continue non créditée dans le dossier? Donc, je lance la question à Catherine. Voilà. Oui, ben en fait, la formation continue non créditée est vraiment au centre du deuxième enjeu là, qui est traité dans notre dossier. Je peux le rappeler brièvement. Donc, le premier enjeu on s'intéresse finalement au rapport entre formation continue et formation régulière, puis comment ça cohabite dans les établissements. Puis ça concerne la formation continue créditée principalement, mais aussi en partie la formation non créditée. Mais dans un deuxième enjeu, là, on s'intéresse plus spécifiquement à la formation non créditée, un petit peu dans toutes ces déclinaisons, évidemment, formation sur mesure, service aux entreprises, mais également d'autres types comme on l'a évoqué, d'autres types aussi de formations qui sont pas nécessairement centrées sur l'emploi. Fait que je dirais qu'on accorde quand même une importance considérable à cette sphère d'activité-là, donc la formation non créditée, qui est malheureusement encore peu documentée. On n'a pas beaucoup de données sur les populations étudiantes, les populations apprenantes, en fait, qui sont concernées. Alors, on essaie d'aller chercher l'essentiel de ce qu'on connaît, là, des données dont on dispose sur le sujet, puis on en a fait la synthèse dans le deuxième enjeu du dossier. Merci. J'ai une question de Dani Diaz, professeure adjointe à l'Université de l'Ontario français à Toronto. Donc, bienvenue parmi nous. Je vous suis depuis un bout. Excellente ressource. Je me demande toutefois, avez-vous pensé au partenariat potentiel avec les communautés francophones en milieu minoritaire, comme nous, et ailleurs au Canada? Plusieurs personnes apprenantes francophones hors Québec bénéficieraient de vos initiatives. Donc, peut-être Julie pour celle-ci. Merci beaucoup. C'est une excellente question. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de répondre à cette question-là. C'est certain que vous êtes je dirais des populations d'intérêt pour nous, puis des publics cibles auxquels on s'intéresse évidemment. D'abord, dans notre mandat de mobilisation des connaissances, d'abord et avant tout en français. Donc, évidemment, on voit je pense, l'utilité que ça peut avoir aussi pour vous. J'ai souvent des discussions à chaque année là, à travers le réseau des collèges et des cégeps francophones du Canada ou à travers l'Association universitaire francophone, etc. Et donc, oui, évidemment, on essaie de développer ces liens-là. Peut-être que ça m'amène justement à vous parler d'une autre activité qu'on aurait cette année qui est au printemps sur les rencontres internationales sur la réussite étudiante qu'on présentera en juin prochain, pour lequel on espère aller chercher puis offrir justement cet événement-là qui pourrait être très utile pour les gens qui travaillent dans vos différents établissements hors Québec, mais en milieu minoritaire francophone. Donc, c'est un exemple là, où on pense particulièrement à vous dans cette activité-là, mais de façon plus générale, on est toujours ouvert à toutes sortes de partenariats avec vous, puis de répondre à vos intérêts. Tout est évidemment disponible sur le site Internet d'ores et déjà, mais s'il y a des besoins particuliers, on a une oreille attentive, évidemment, donc n'hésitez pas à entrer en contact avec nous puis à nous en faire part. On est toujours heureux de voir de quelle façon on pourrait bonifier nos publications puis nos activités pour répondre à vos besoins aussi. Merci de partager, effectivement.
On a une question de Pierre Avignon concernant la pratique des universités pour accepter des personnes sans DEC. Pourquoi ne pas les intégrer à l'enseignement collégial? Je pense que je peux y aller à moins que Oui. Catherine et moi, on se regarde un peu. Je pense que c'est Pierre, que je connais. C'est une question pertinente, mais peut-être un peu spécifique là, pour nous aujourd'hui. Je pense qu'on n'est pas dans ce niveau de détail-là là, par rapport je dirais, au processus spécifique. Donc, à moins que je me trompe, on n'est pas allé jusque-là là, dans ce type de technicalité-là, dans le cadre du dossier où on faisait davantage un pas de recul, puis où on était davantage au niveau, je dirais, systémique. Fait que je ne suis pas certaine qu'on est les mieux placés pour répondre à cette question-là cet après-midi, à moins que Catherine ou Audrey auraient des pistes de réponse, là, mais vas-y, Catherine. Ben, en fait, je renchéris Julie. Je pense qu'on n'est peut-être pas les meilleures personnes pour répondre à ça. En fait, il faudrait certainement poser la question aux établissements d'enseignement supérieur parce que, effectivement, on constate que c'est je dirais, un créneau qui est davantage développé là, par le secteur universitaire qui vise spécifiquement ces populations étudiantes-là. Mais voilà, ça serait plutôt les établissements à répondre à cette question. Merci à vous deux. Donc, une question que j'adresserai à Audrey spécifiquement, une question de Brigitte Chartrand, directrice adjointe à la formation continue au Cégep Édouard-Montpetit. Y a-t-il des sections portant plus spécifiquement sur la réussite et la persévérance des personnes étudiantes adultes en formation à distance? Donc, Audrey et Catherine, là, je crois que vous pourriez être interpellées. Oui, ben, très bonne question. En fait, oui, ça fait partie là, dans le troisième enjeu que ma collègue Catherine vous présentait tout à l'heure. On parle des conditions de réussite, dans le fond, pour les adultes en retour aux études. Donc, évidemment que la formation à distance en fait partie parce que c'est grandement utilisé. Par contre, ce n'est pas un dossier sur la formation à distance. Donc, parce que l'ORES, on est né du CAPRES, que peut-être vous connaissiez avant. Donc, sur le site de l'ORES, à oresquebec.ca, vous avez un dossier thématique qui portait plus spécifiquement sur la formation à distance en enseignement supérieur. Puis, il y en avait eu un autre aussi sur la persévérance en enseignement supérieur. Donc, je pourrais peut-être vous pister vers ces ressources-là. Mais oui, ça fait partie du dossier, mais on n'a pas fait de section spéciale uniquement sur la formation à distance, mais ça fait partie des sujets traités. Je ne sais pas si Catherine, tu voulais ajouter. Simplement compléter, effectivement, c'est quand vous allez pouvoir prendre connaissance en détail du dossier. Dans le troisième enjeu, on aborde quand même la question de l'enseignement à distance qui est de plus une piste qui explore quelles pratiques donc enseignantes peuvent favoriser la réussite éducative des adultes dans un contexte d'apprentissage à distance. On fait une petite section synthèse là, sur qu'est-ce qu'on sait de ces pratiques-là. Puis évidemment, ce qui sous-tend beaucoup aussi la littérature à ce sujet-là, c'est la question comment s'inspirer des pratiques andragogiques qui sont bien connues, bien documentées depuis longtemps en éducation des adultes, comment s'inspirer de ces principes-là dans un contexte de formation à distance. Ça pose des défis particuliers et il y a encore de la recherche à faire à ce sujet-là, évidemment, mais il y a quand même plusieurs pistes qui sont évoquées dans le troisième enjeu du dossier. J'ajouterais, il y a une intervention de Biba Fakouri dans le clavardage aussi qui ajoute d'autres éléments de réponse, je crois, à cette question. J'enchaînerai avec une question de Marie-Christine Lorquet, conseillère aux affaires collégiales au ministère de l'Enseignement supérieur. Lors de la mise en contexte, il a été mentionné brièvement l'existence d'enjeux liés aux micro-certifications. Est-ce possible d'en savoir plus? Existe-t-il de l'information traitant particulièrement de ce sujet sur le site? Peut-être Catherine. Oui, mais en fait, on aborde la question des micro-certifications dans le dossier, puis vous allez avoir effectivement un ensemble là, de références qui pourront vous permettre d'aller plus loin sur cette question-là. Il y a beaucoup de choses qui s'est publiées dans les toutes dernières années au sujet des micro-certifications. Beaucoup de choses sur le potentiel des micro-certifications ainsi que sur certains angles morts peut-être. Encore assez peu
de recherche sur les retombées des microcertifications, assez peu de recherche empirique là, qui documente cette question-là de façon plus large, mais effectivement, en consultant le dossier puis les ressources qui sont associées au dossier, vous allez pouvoir effectivement creuser le sujet. Je me permets d'interpeller Audrey qui a travaillé une image aussi, une infographie sur ce sujet. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Libre à toi. Ben, j'ai pas. Je trouve que Catherine a quand même bien répondu, mais écoute, je reviendrai dans le débat si j'ai quelque chose de pertinent à ajouter. Merci, je te prenais un petit peu. Donc, je continue avec une autre question. Roxane Niquet, conseillère pédagogique. Quel lien sera fait avec le répertoire des pratiques innovantes du Carrefour de la réussite? Peut-être Julie. Ouais, peut-être que je peux prendre celle-là. Ben, d'abord, le Carrefour de la réussite, ce sont des collègues, des partenaires avec lesquels on collabore de façon régulière à chaque année, entre autres pour les rendez-vous de la réussite qu'on organise dans le cadre du colloque de la QPC à chaque année. On va recommencer la collaboration encore une fois cette année pour juin prochain. Donc, on a beaucoup d'échanges entre les deux équipes. Cela dit, en fait, ce que je dirais le plus simplement, c'est que ce sont quand même des initiatives distinctes. Donc, je pense qu'il y a de la place pour l'ensemble de la documentation sur des pratiques innovantes, inspirantes. Dans notre cas, ce qu'on a vraiment essayé d'aller chercher, c'est de ne pas, Catherine l'a expliqué tout à l'heure, mais je voudrais juste réexpliquer cet aspect-là parce que je trouve que c'est quand même important. C'est-à-dire qu'on choisit les pratiques sur la base du fait qu'elles sont, bien évidemment qu'elles ont été faites, c'est-à-dire que c'est pas un projet d'initiative, mais c'est une initiative qui a été mise en œuvre et donc où les personnes peuvent nous en parler ou ils peuvent avoir un regard réflexif sur un peu les leçons apprises de cette initiative-là puis de sa mise en œuvre. L'idée étant d'inspirer, comme le disait Catherine, d'inspirer d'autres établissements à faire de même ou différemment selon les résultats qui ont été donnés. Donc, dans la majorité des cas, ce ne sont pas des pratiques qui ont été complètement, qui ont eu un processus d'évaluation élaboré nécessairement. On s'est beaucoup posé la question sur, bon, quels sont les critères, puis on en est venu à la conclusion qu'il y avait quand même un vrai apport, puis quelque chose de positif à juste documenter des initiatives qui ont cours dans les différents établissements, mais pour lesquels les autres établissements ne sont pas nécessairement au courant. Donc, juste dans un souci de partage d'informations, puis partage je dirais, encore une fois, de leçons apprises, c'est-à-dire partage d'expériences. Voici l'enjeu qu'on avait ou la problématique qu'on avait identifiée. Voici la solution qu'on a élaborée. Voici la façon dont on l'a mis en œuvre. Puis voici ce qu'on analyse comme étant des résultats positifs ou des choses qu'on ferait différemment si on avait à recommencer. Puis on pense que juste le partage de ces aspects-là en soi, ça vaut la peine d'être fait justement pour inspirer, mais aussi pour pas, comme on dit souvent, là, recommencer à zéro à chaque fois d'un établissement à l'autre. Donc ça, je dirais que c'est la posture dans laquelle nous, on se place pour les choisir puis pour vous offrir ce répertoire-là. La posture est probablement un peu différente du côté du Carrefour de la réussite, mais dans les deux cas, je pense qu'il y a une utilité très certainement pour l'ensemble de ces pratiques-là. Une autre question, cette fois-ci de Mylène Desrosiers, conseillère pédagogique à la formation continue du Cégep de Matane. Quel lien peut-on faire entre ce dossier et le PARES, le plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur? Julie, peut-être? Vaste question. Eh bien, c'est certain que bon, le PARES avait un ensemble, évidemment, d'axes d'action et de mise en œuvre aussi dans nos établissements d'enseignement supérieur. Quel lien à faire? Ben, c'est-à-dire que le lien, c'est que la formation continue, je pense, contribue à l'ensemble des efforts que l'on doit faire dans l'ensemble de nos établissements collégiaux et universitaires pour la réussite en enseignement supérieur, pour la réussite des étudiants et des étudiantes, puis en fait pour le développement
qui est l'idée de la réussite en enseignement supérieur, le développement du plein potentiel de tous et toutes celles et ceux qui souhaitent aller en enseignement supérieur. Donc, peut-être que la voie la plus claire de lien entre les deux, dont on parle, et dans les capsules qu'on vous a présentées au début, puis aussi dans le dossier, c'est l'idée que pour beaucoup de personnes étudiantes, un passage à la formation continue, c'est vraiment un levier d'accessibilité à l'enseignement supérieur. Donc, c'est une manière d'accéder, d'aller jusqu'en enseignement supérieur qui n'aurait peut-être pas été disponible s'ils n'avaient pas passé par la formation continue à cause de toutes sortes d'autres barrières qu'ils pouvaient avoir, à cause de leur parcours de vie, ou etc., pour toutes sortes de raisons. Donc, de ce point de vue-là, pour nous, ça nous apparaissait essentiel de parler de la formation continue, entre autres pour ça, parce que c'est un des éléments qui peuvent contribuer à une plus grande accessibilité à l'enseignement supérieur, à une plus grande persévérance aussi, puis à offrir la possibilité à tous ceux et celles qui souhaitent aller en enseignement supérieur de le faire, parfois par des programmes plus courts, parfois avec un cheminement un peu différent. Mais voilà, fait que c'est le lien principal que je fais. Donc, c'est aussi effectivement le lien que l'on fait dans le dossier pour exprimer l'importance justement de s'intéresser à la formation continue puis s'intéresser à la réussite en enseignement en formation continue. Merci, Julie. Je partage une entrée là, dans le clavardage. Il y a Jonathan Martel qui dit qu'il y a une seule mention de la formation continue dans le PARES. Il faut en parler plus. J'enchaîne avec une autre question. Au sujet du comité consultatif, justement, quel est le rôle des membres du comité consultatif? Quelle est leur contribution dans le dossier? Peut-être Catherine là-dessus. Oui, très bien. C'est une bonne question. Effectivement, le comité consultatif joue un rôle important. On n'a pas détaillé là, ce rôle-là dans notre introduction. En fait, on est au départ, là, à l'amorce d'un projet de dossier, quand le thème a été identifié par notre comité d'orientation, ben là, on essaie de composer un comité consultatif qui représente en fait la diversité des expertises de nos publics cibles sur ce thème-là. La complémentarité de ces experts-là qui sont pour certains issus de la pratique et pour d'autres issus davantage de la recherche. Donc, il y a, je dirais, deux grands jalons dans la contribution de ce comité-là. Il y a dans un premier temps, on les rencontre pour une rencontre d'idéation, en fait, pour explorer ensemble les grands enjeux, les grands thèmes là, qui devraient être abordés dans le dossier. Donc, c'est une première rencontre qui réunit l'ensemble des membres du comité consultatif et qui est quand même assez déterminante là, pour aller circonscrire un petit peu les zones qui devront être explorées là, dans les mois qui suivent là, dans le processus de rédaction. Et deuxième jalon très important, c'est la relecture critique d'une première version du dossier. Alors, chacun des membres du comité est invité à porter un regard critique sur notre première proposition. Et cette relecture-là, qui est extrêmement importante, nous, dans notre processus, nous permet là, d'aller bonifier, combler certaines lacunes, préciser des choses, en tout cas vraiment d'augmenter là, la qualité de notre dossier, puis s'assurer que bon, ça colle aussi à la nature là, des échanges qui avaient eu lieu le plus en amont du dossier. Donc, cette étape-là de la validation est très importante. Ça nous permet, nous, de cheminer vers une version finale du dossier et espérons-le, là, faire de ce dossier-là, dans le fond, une ressource qui est pertinente puis euh, utile pour les milieux. Merci. Je crois plus qu'il y a de questions, donc on peut maintenant conclure. Je vous repartage mon écran.
Donc, au nom de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, je remercie toutes les personnes qui ont assisté à l'événement. Je vous invite bien sûr à consulter notre dossier thématique via le lien qui a été partagé. Le dossier est disponible sur notre site au horacequebec.ca. Nous vous invitons à répondre au questionnaire d'appréciation. Le lien est dans le clavardage et vous recevrez sous peu un courriel à ce sujet. Merci de prendre quelques minutes pour le remplir. Pour connaître les actualités de l'horaire, je vous invite bien sûr à nous suivre sur les médias sociaux, à consulter notre site web et à vous inscrire à notre infolette. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.